nous étudierons le calendrier. Vous en avez un devant vous, un calendrier. C'est pas mal, hein? C'est un calendrier runique. C'est un calendrier runique qu'il faut déchiffrer, mais que nous allons déchiffrer tout à l'heure. Hein, nous n'aurons plus la pierre comme exemple, hein, mais nous aurons les mêmes signes et nous allons déchiffrer ce que ces runes veulent dire. Nous allons les appliquer à la symbolique, parce que c'est ça le but de notre cours. Donc, les runes, on peut considérer ça comme étant le premier moyen d'expression écrit. Les runes, c'est ancien. Chez nous, c'est ce qu'il y a de plus vieux. Rune c'est un mot qui vient du gothique, runa. Et runa signifie les choses cachées. Donc immédiatement, hein, il y a une petite sonnette qui teinte en disant choses cachées, donc écriture cachée. Écriture qui se trouve à la disposition de certaines personnes qui ont été initiées, qui peuvent lire et écrire. Généralement, donc, ces runes appartiendront au caractère sacré. Ici, nous avons un dessin de la pierre que vous venez de voir. C'est le même genre, c'est pas celle-là, mais c'est le même genre. Mais ici, on a repris les signes. Hein, on a repris les signes et nous allons les retrouver. Ces phrases, ces mois de l'année, nous allons les retrouver tout à l'heure et nous allons déchiffrer cela bien à l'aise. C'est l'objet du cours d'aujourd'hui. Vous serez bien étonné quand ça date. C'est du XVIIe siècle. Hein. XVIIe siècle, ce qui veut dire qu'en Bretagne, parce que ça se trouve en Bretagne, au XVIIe siècle, on emploie toujours le système runique. XVIIe siècle. L'étude des runes que nous ferons aujourd'hui, c'est une étude médiévale. Nous allons adapter les runes à l'époque médiévale. Donc il y a pratiquement chaque fois une interprétation double. Il y a les runes d'abord, vous avez devant vous, et il y a les symboles ensuite. Symboles qui viennent s'ajouter, qui vous donnent une explication précise. Donc, quel était le procédé? Vous savez que ces gens vivaient, les runes sont nordiques, ces gens vivaient dans un climat épouvantable. Il n'y a pas de papyrus, hein, ils ne connaissent pas le papier, on ne peut pas l'employer, donc on ne peut pas travailler sur des peaux, étant donné que les peaux de bêtes, c'est fait pour se vêtir avant tout, et rien d'autre. On n'en a pas trop, on ne va pas s'amuser à faire de l'écriture, mais il y a le tissage. Il y a le tissage, quelque chose de très intéressant, parce que le tissage va devenir le support de l'écriture. Donc, la première écriture a été réalisée par des femmes qui vont tisser des longues bandes de tissu, hein, des ceintures, si vous voulez, avec des nœuds. Et ces nœuds auront des couleurs différentes. Donc on a une notion de la teinture chez les Celtes qu'on n'avait pas dans notre milieu à la même époque, et pour cause, parce que c'est par la façon du nœud, c'est par les couleurs que l'on peut écrire, que l'on peut baser certaines choses. Il y a un alphabet, ben on ne peut pas appeler ça tout à fait un alphabet, il y a 24 syllabes. Donc 24 syllabes qui forment la langue celtique. Il y a toujours deux écritures, et ça c'est depuis que le monde existe, chez les Égyptiens aussi d'ailleurs, il y a toujours deux écritures. Il y a l'écriture numéro 1 qui est réservée au peuple, c'est-à-dire que l'écriture runique va servir à faire des actes, des transactions, par exemple. C'est l'écriture runique, et cette écriture va nous donner nos fameux entrelacs que l'on trouve à l'époque médiévale dans les abbayes. Voilà ce genre d'écriture. Vous avez à nouveau les runes. C'est l'écriture locale, l'écriture pour les actes, pour le peuple. Et vous avez ici l'écriture sacrée. Tout autour, ce sont ces entrelacs. Vous voyez, ces nœuds qui, suivant leur forme, veulent dire quelque chose. Ces différents nœuds qui seront récupérés. Et il n'est pas rare de rencontrer dans des abbayes médiévales, dans les chapiteaux, vous avez déjà vu ça, ces entrelacs celtiques, même s'ils ne sont pas anciens, c'est une tradition qui restera dans la conception
des représentations qui nous rappellent les Celtes. Ceci a été fait en Bretagne, je pense, ce n'est pas moi qui ai fait la photo. C'est une pierre merveilleuse d'ailleurs qui existe en Bretagne, dans notre calendrier. L'année, le calendrier commençait le 1er février. C'est-à-dire que le 1er février, le printemps commence, et non pas le 21 mars, qui est le solstice, qui est l'équinoxe, pardon. Le 21 mars, qui est l'équinoxe de printemps. Non, la fête commence le 1er février. À quelle époque? À l'époque celtique. Cette fête s'appelait Imbolc, I-M-B-O-L-C, qui est probablement le nom d'un dieu, il y en avait beaucoup. Et chez nous, nous avons une fête qui a remplacé cet Imbolc, le 2 février, qui est la Chandeleur. La Chandeleur, le mot le dit, toutes les bougies s'allument. C'est une purification, c'est donc une nouvelle année qui commence, une purification. Hein. Chez certaines peuplades celtiques, je pense, les femmes qui avaient accouché pendant l'année se réunissaient avec une bougie, un endroit bien précis. C'est une purification. Je ne sais même pas si à l'église ça s'appelle pas purification. Oui, hein. Le 2, c'est purification, ben voilà. C'est pas plus difficile. Donc cette date a été retenue, on l'a conservée. Et ça c'est fantastique. C'est encore des traces d'un passé lointain, mais qui a été récupéré d'une façon très intelligente. Les saints que l'on va commémorer pendant le mois de février sont des saints de printemps. Des saints qui auront un rapport avec les activités du printemps. Regardez le 14 février par exemple, j'ai un saint Valentin. La Saint-Valentin, on en a fait ce qu'on veut, n'empêche, la Saint-Valentin, c'est un saint double. C'est le saint qui se fait au moment où les oiseaux établissent leur nid. On ne peut pas être plus printanier. C'est le 14 février, c'est prouvé. Saint-Valentin, c'est le patron des épileptiques en Allemagne. Donc, les fonctions sont assez différentes. Il sera également le patron des amoureux, mais ça viendra beaucoup plus tard. Pourquoi ? Ben simplement parce qu'on a pris à la lettre cet accouplement des petits oiseaux le 14 février. Voilà pourquoi il devient le patron des amoureux. Petite anecdote en passant, si vous allez un jour à Oui, chez Madame Lisa, vous rentrez dans l'église, vous aurez une statue de Saint-Valentin, je crois qu'elle existe encore, elle n'est pas grande, et vous questionnez un ancien, comme je l'ai fait, il vous dira, les gens qui sentaient des pieds venaient prier Saint-Valentin. Ça m'est resté. À un moment donné, je me suis dit, c'était un peu gros, et j'ai hérité d'un très gros livre avec les coutumes de Marsage, je dois connaître ça, les coutumes wallonnes, dans toute la Wallonie, et lui, il en parle. Donc un livre qui a été édité dans les 1900, 1914. Donc les fonctions sont différentes. Saint-Valentin n'a jamais existé, mais il a une importance capitale, encore une fois, dans ce calendrier. Et il est fonctionnel. C'est ça qui est important. On a le début de l'été qui est le 1er mai. Ça veut dire que le 1er mai, les travaux vont commencer. C'est la fête du travail, le 1er mai. On n'a rien inventé. Hein. Les travailleurs se réunissaient pour fêter cette date. La date s'appelait Beltane. Cette fête s'appelait Beltane, le 1er mai. Beltane, c'est vraisemblablement un hommage au dieu Bel, B-E-L, qui était le dieu Baal il y a bien longtemps, probablement. On va faire des arbres, on va concevoir des arbres de mai, ce qu'on appellera des arbres de mai, que l'on plante en mai. Hein, chez les Saxons, Flamands, Frises, etc., ce sera des Maibaum. Alors chez nous, on a un Maibaum qu'on met au mois d'août, c'est très rigolo, mais c'est parce qu'il ne s'appelle pas un Maibaum, c'est tout, c'est un nom de fantaisie qu'on lui a donné. Ça n'a rien à voir avec cette fête folklorique du mois de mai. Il ne faut pas avoir fait des études pour en conclure là. La veille de la fête Beltane, c'est-à-dire le 30 avril, la nuit du 30 avril au 1er mai, c'était ce qu'on appelle la nuit de Walpurgis. La nuit de Walpurgis, c'est une nuit bien précise où on conjure le mal. Donc il y a la veille, nuit de Walpurgis. Hein. Je pense, je vous le donne comme cela, mais il y a des recherches à faire, que Walburge, Sainte Walburge, viendrait de Walpurgis. Hein. C'est pas impossible, il y a des choses à retrouver là. Donc on conjure les sorciers la veille de l'été. L'été commence le 1er mai.
Le 1er août, eh bien l'automne commence, je vais dire déjà, l'automne commence le 1er août, ça sera la fête de Lughnasadh. Lughnasadh, qui est le dieu Lugh, hein, le dieu des routes, le protecteur des routes, des chemins, etc. Et l'automne commencera le 1er août. Prépare l'automne, et à la fin, on va surtout préparer l'hiver. L'hiver commence le 1er novembre, parce que tous les saints d'octobre prévoient l'hiver. Ce sont des avertissements. Il faut chasser pour trouver des vêtements, etc., etc., pour se vêtir, l'hiver va être rude. Tous les saints ont des dictons, mais on peut refaire le calendrier en tenant compte de ces dates. Hein, donc, le 1er novembre, c'est Samin, qui est la fête de l'hiver. Et en nouvelle fois, la veille de Samin, c'est-à-dire pour nous, c'est le 31 octobre, c'est Halloween. C'est comme Walpurgis. Hein? On éloigne les mauvais esprits, on leur donne une chance de reparaître cette nuit-là, et puis on ne veut plus en entendre parler. L'hiver commence. Donc l'origine d'Halloween, qui est une fête typiquement celtique, qui est partie aux Amériques et qui maintenant est revenue chez nous avec un certain succès, je dois dire. Donc voilà cette année, ce cycle des saisons, comme les Celtes l'entendent. Et vous avez vu qu'il y a encore beaucoup de traces le jour de la Toussaint, c'est le 1er jour de l'hiver, c'est une commémoration à tous les saints. Donc un calendrier typiquement celte. Nous allons voir maintenant la suite de notre programme, et bien ce sera la transposition des runes. Là nous sommes en plein, nous serons en plein dans le calendrier maintenant. Cette transposition des runes que je vais vous montrer, eh bien ce sont des runes qui ont été redécouvertes à Uppsala, en Suède, où il y a même une très belle cathédrale faite par des Français. Ça, vous connaissez la cathédrale d'Uppsala? Ça a été fait par des Français, c'est ça le comble, mais c'est quelque chose de merveilleux. Grande université. Oui, c'est ça. Uppsala. Et le calendrier que vous allez voir, les mois de l'année, ont été reproduits sur ce qu'on appelle des bâtons runiques. Vous avez déjà vu ces représentations de dieux, j'allais dire de l'Olympe, non? Les dieux, ces fameux dieux nordiques, scandinaves, avec des grandes lances, des grands bâtons, etc. Là se trouvaient ces différentes runes. Chez un dieu, on retrouvera les traités qu'il a signés, qu'il a conclus sur ces runes. Les traités qu'il fait avec les hommes. Mais ici, il se fait que ce sont des bâtons, également des bâtons runiques, qu'un très grand jésuite du XVIIIe siècle a retranscrit. Et c'est ça que nous allons voir. C'est cette retranscription et l'explication des mois de l'année vue par les runes. Alors, je crois que c'est net pour tout le monde. Regardez les détails. Donc, vous avez une écriture sacrée, ici, sacrée. Vous avez une écriture ordinaire, mais qui veut dire la même chose, ici. Et vous avez ici la reproduction, la traduction par l'Église catholique romaine de ces runes. Donc, grâce à ceci, on peut comprendre cela. Vous trouvez les mêmes caractères. Et c'est parfois poussé dans le détail. Hein. Regardez par exemple, ici vous avez une croix, c'est pas un hasard. Ici c'est pas de croix, c'est une demi-croix, ici aussi. C'est pas un hasard tout ça. Hein. Donc, gravé sur des bâtons. J'ai commencé par le mois de décembre parce que c'est plus sympathique. Ce mois de décembre, regardez au-dessus la petite étoile. Le mois de décembre, il y a 6 heures de jour et il y a 18 heures de nuit. Vous avez la lune ici, vous avez 18 traits, c'est 18 heures de nuit. Au-dessus, vous avez le soleil, et vous avez 6 heures de jour. Je ne pense pas, d'ailleurs le jésuite en question, on l'a dit, je ne pense pas que tout ça soit très exact. Parce que parfois il y a un peu d'exagération. Nous sommes au mois de décembre, tenez compte que ça a été établi dans le nord. Hein. Pas chez nous, c'est pas dans la Méditerranée, non, non, c'est dans le Grand Nord. Alors, regardez, c'est une entre mille, cette rune très simple ici, qui est une sorte de crochet. Hein? Cette sorte de crochet annonce, prudence, c'est que la saison
risque d'être froide. Voilà ce que ça représente, nous sommes en plein hiver. C'est un avertissement. Nous sommes déjà depuis un mois dans l'hiver, avertissement. La saison peut être rude. On ne va pas les analyser tous, je ne pourrais pas le faire d'ailleurs, parce que moi je me base sur cette étude qui a été faite par ce vénérable jésuite qui s'appelait Caillé, qui est un nom assez exceptionnel. Et bon, il passe 15-20 pages par mois. Hein. Donc il a tout de même fait énormément de travaux là-dessus. Hein, et il faut vraiment s'en inspirer pour essayer de revoir ces calendriers, attentivement, ces calendriers runiques. Vous avez un traîneau, vous voyez ce traîneau qui est représenté là, hein, ce petit traîneau, hein, qui est ici. C'est encore une confirmation de ce qui se passe là. C'est que on risque d'avoir un hiver rude, donc on a la présence de ce petit traîneau. C'est parfois naïf, ces représentations, hein, vous devez vous en douter, hein, seulement ça nous situe une période. Et comment était vue une période, il y a très longtemps d'ici. Ceci ne date pas de la pleine époque celtique. Ces runes ont été... c'est médiéval, hein, c'était fait un peu après l'an 1000. Voilà l'époque, pour situer cette représentation. Vous avez donc ce traîneau, mais ce qui est important, c'est que ce traîneau couvre les 5 premiers jours du mois. 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 premiers jours du mois sont là-dessus. Hein, ce traîneau va couvrir une période. Seulement, je suis très restrictif ici, ça peut éventuellement nous proposer, nous indiquons qu'il faut faire attention aux transports dans le futur. Les transports ne seront plus normaux, ce ne sera plus le charroi habituel, ce sera les traîneaux. Voilà ce que ça veut nous dire. Ces 5 jours, c'est un avertissement, c'est considéré comme étant très important. Alors nous avons du 6 au 8. Je ne vais plus refaire le travail. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons ici une crosse et nous avons un anneau. La crosse représente et tombe exactement à la fête de Saint-Nicolas. Un Saint-Nicolas qui était très cher au pays nordique puisque c'était le patron des marins. Saint-Nicolas, hein, patron de beaucoup de corporations, ça va déboucher. Hein, mais quand il y a un cours d'eau important, un fleuve par exemple, comme à Cologne, Saint-Nicolas à Cologne, c'est le patron des bateliers par exemple, et pour justifier qu'il est le patron d'une certaine corporation, il faut lui créer une légende à Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, ce serait, il dormait sur le bateau, il y avait une tempête, il a calmé les eaux, par exemple. Hein, c'est un des Xème miracles de Saint-Nicolas. Il est devenu patron des bateliers. Voilà comment on crée et à la fois un calendrier et à la fois des légendes. On peut justifier la présence des saints. L'anneau que vous avez là serait la disparition du soleil. Hein, nous avons tout de même constaté qu'à la Saint-Nicolas, le soleil disparaît, puisque nous avons tout de même 18 heures de lune, de présence de la lune, hein, dans l'avertissement qui se trouve tout devant. Nous avons une petite couronne, la petite couronne qui se trouve en dessous du 9 décembre. 9 décembre, et à côté nous avons immédiatement une canette de bière. La bière c'est très important, dans les pays nordiques il n'y a pas de vin, hein, c'est surtout la bière, c'est très important dans leur calendrier. Donc les jours, la Sainte-Anne, Sainte-Anne qui en principe hein, doit être surmontée d'une petite croix. Vous voyez que c'est précis, hein. Il y en a d'autres hein, également. Enfin, on ne va pas s'éterniser là-dessus, il faut savoir que ça existe. Et la date précise où vous avez cette canette de bière, donc on a Sainte-Anne, on a la canette de bière, eh bien c'est un repère corporatif qui veut dire que à la Sainte-Anne, eh bien, on verse l'eau sur l'orge pour faire une bonne bière. C'est un brassage qu'on appellera la bière de Noël. Hein, ça existe encore, mais dans d'autres conditions maintenant. Hein. Un hommage ici aux ménagères, hein, à côté. Ceci a toujours rapport à des vêtements. Hein. À cette époque-là, Sainte-Anne, à cette époque-là, eh bien, c'est une patronne du logis, hein, Sainte-Anne. Hein, les ménagères lavent les vêtements pour la Noël. C'est une indication, parce que la Noël sera une grande fête. Hein. Donc à cette époque
donc là, à cet endroit, eh bien, on va laver les vêtements, on préparera tout ce qui est dommage, tout ce qui est vêtements pour fêter la Noël. Ici, on conseille en même temps aux maîtresses de maison de commencer les travaux de l'hiver pour elles, c'est-à-dire la réparation des vêtements, par exemple. Hein, ce qui est tout de même aussi très important. Nous sommes au 21 du 12-21 décembre, il y a une main. Hein? C'est une explication double, parce qu'on a la Saint Thomas. Donc cette main représente la main de Saint Thomas, qui va bien se rendre compte, quand il rencontrera le Christ et qu'il ne croira pas, eh bien, c'est à l'aide de la main qu'il va pouvoir sentir les plaies du Christ. Donc cette main est placée exactement à la Saint Thomas, et en même temps, c'est à nouveau un rappel aux maîtresses de maison. Il faut absolument qu'avant la fin du mois de décembre, eh bien, que tout ce qui est gants, les hommes qui vont travailler au champ, pas pour le plaisir, que les gants soient prêts, soient restaurés, existent. C'est encore très récent au XIXe siècle, parce que Agatha Christie, dans un de ses romans, raconte, parlant du XIXe siècle, que lorsque à l'église, au temple, le dimanche, il y avait tel psaume, eh bien, on savait que c'est à ce moment-là qu'il fallait commencer la préparation du pudding de Noël. Bien. Donc c'est l'église protestante. Oui, oui, oui. Ça, je pourrais retrouver la référence. Donc, quand on entend tel psaume, oui, on sait que le lendemain, il faut commencer. C'est vraisemblablement local. Quand je dis local, ça peut être une ville, et même 2 villes ou 3 villes, hein, parce que je vois mieux ça dans un système local, un peu comme ici, au Grand Nord, où il y a une période précise où, parce que ça n'a pas été, l'église protestante n'aurait jamais osé imposer ça dans toute l'Angleterre, par exemple. Je pense pas. C'est pas le genre de la maison, ça, ce genre de petit truc. Hein. Mais je crois que ça peut être local. Mais je retrouverai la référence. C'est intéressant. Oui. Parce que les psaumes, on peut les faire voyager. Hein. Oui. Vous savez que les protestants sont anti-tout ça, ils sont anti-gnostiques, etc. Ça ne les intéresse absolument pas. Hein. Seulement, voilà une trace que l'on peut retrouver. Mais je crois que c'est local. Mais c'est quand même intéressant. C'est tout de même intéressant. Donc voilà pour les gants. Alors vous imaginez, nous avons le 25 décembre. Vous voyez bien là, oui. Vous pouvez vous rapprocher. Hein. Vous avez ici 2 cornes. Une croix, bien sûr, et vous avez 2 cornes, ça veut dire ce sont les libations du 25 décembre, c'est la Noël, c'est le réveillon, c'est la grande bouffe et tout ce qui s'ensuit. Ça se fêtait terriblement dans le Nord. Remarquez un petit détail qui est sympathique, ce sont ces 3 petites pierres, là, et qui se trouvent en dessous de la Saint-Étienne. Étienne a été lapidé. C'est un rappel. Nous avons le mois de décembre qui se termine, c'est la fin de l'année. Hein. On a le réveillon, de nouveau une corne à boire, on va bien boire ce jour-là. Et vous avez un rappel chrétien, hein. Vous avez un couteau, plutôt une grande lame, qui est le rappel de la fête des Saints Innocents. Voilà. Voilà l'étude d'un calendrier runique. On vous donne une interprétation religieuse, une interprétation commune, et en dessous, l'interprétation, la traduction de l'Église. C'est quelque chose de sensationnel. Il n'y a pas une photocopie de ça pour nous. Vous l'aurez dans le syllabus que j'ai commencé avec beaucoup de plaisir, de la première année. Donc ça existera. Bien, merci. Et ça existera dedans, il n'y a aucun problème. En dessous, regardez le mois de janvier. Ben, le système est un peu le même, comme tout à l'heure. Vous avez un soleil. Et là, nous avons un petit changement. Il y a 8 heures de jour, 16 heures de nuit. Un petit changement. Hein, toujours au début. Et nous avons le 1er janvier. Le 1er janvier, eh bien ici, nous avons un couteau qui est croisé avec une corne. Ce qui veut dire que le 1er janvier, ben, on fête le Nouvel An. Hein, mais il y a une fête que l'Église, je pense, a bien oubliée. Non pas de la fêter, mais de l'indiquer au calendrier, c'est la circoncision. Parce qu'on en parle encore au 1er janvier, je ne pense pas. Hein. C'était fêté le 1er janvier, la circoncision. C'est une fête religieuse. Et à cette époque-là, on en tenait bien compte. Si vous regardez, vous avez un petit couteau ici à cet endroit.
Donc c'est à la fois les libations du 1er janvier, mais vous avez en même temps cette circoncision rapport à l'histoire sainte, et vous avez au-dessus une petite croix. Parce qu'ici c'est l'histoire sainte. Ça va? Oui, le système? Vous avez une petite étoile, ça vous allez deviner maintenant, nous sommes le 6 janvier, L'épiphanie. c'est la petite étoile des rois mages, que les rois mages ont suivi, c'est l'épiphanie. Elle est là, elle est présente à la bonne date avec une petite croix au-dessus parce que c'est religieux. C'est le canon de l'église, c'est religieux. Donc, épiphanie également, c'est libation. Hein. Là, on s'amuse aussi, on voit, d'ailleurs, vous avez la grande corne, il y a des grandes cornes. Hein. Pour le moment, elles sont encore bien debout, elles représentent bien. Quand vous avez une corne qui est présentée à l'envers, dans l'autre sens, ça veut dire ici, on ne voit plus, c'est terminé. Ça va? Les travaux vont reprendre au même moment, donc quand on termine ces petites fêtes, Noël, Nouvel An, Épiphanie, eh bien, les travaux doivent obligatoirement reprendre, et on doit placer obligatoirement les bêtes de trait dans les tables. C'est un système aussi, hein, où il y a des notions, il y a des choses qu'il faut connaître. Au 19 janvier, vous avez une crosse. On peut douter ici, parce que tout ça, à part les faits que nous connaissons, il peut y avoir différentes interprétations, mais qui se resserrent de toute façon. Le 19 janvier, c'est la Saint-Henri, pour les gens de là-bas, hein, c'est la Saint-Henri, et on sait que Saint-Henri, le Saint-Henri nordique, a évangélisé la Finlande. Donc il se peut que cette crosse représente, hein, le saint, ou bien la translation des restes d'un roi de Finlande, qui serait le roi Éric. C'est l'un, c'est l'autre. C'est peut-être les deux. C'est possible. Ceci est intéressant, c'est ce petit tabouret. Vous voyez le petit tabouret là? Un petit trépied. Chaque fois que vous voyez ce trépied, ça indique que, à cette date précise, eh bien, on organisait les assises judiciaires. Donc il y en a 3 en tout. Il y en aura 3 dans l'année. C'est une date précise. Il suffit de décompter le jour où ça va se passer et on sait que à telle date, à tel moment commencent les assises judiciaires. En fin de parcours, eh bien, vous avez un sabre qui est croisé avec un arc. Hein? La pointe du sabre arrive le 25 janvier. C'est la conversion de Saint Paul. La conversion de Saint Paul, hein, Saint Paul qui a été martyrisé, on l'a décapité, Saint Paul, hein, donc on a ici ce sabre qui indique le jour de sa fête, et l'arc indique que le 31 janvier, eh bien, commence ce qu'on appelait les chasses d'hiver. On chassait le gibier d'hiver. Voilà. Vous voyez que c'est assez extraordinaire. Hein? Mais on doit énormément à ce jésuite qui a décrypté tout ça avec beaucoup de science. Hein. Ça, il faut tout de même le dire. Regardez, février, nous passons sur les jours et les nuits. Ça, c'est un exercice à faire. Donc, 9 heures de jour, 15 heures de nuit. Et vous avez l'indication au-dessus. Et nous avons un candelabre, qui est tout à fait à l'écart, qui ne correspond pas à une date. Chez nous, maintenant, c'est la chandeleur. Mais ce candelabre indique que le printemps commence. Le printemps commence et nous allons fêter la chandeleur. C'est l'apparition, la réapparition de la lumière, ce candelabre. Ce qui veut dire que les saints et les saintes du mois de janvier, il y en avait énormément qui avaient comme attribut une chandelle ou une lanterne. Prenez Saint Gudule par exemple, qui était fêté, je crois, le 8 janvier. Un saint annonce toujours. Un saint annonçait, hein, cette chandeleur. Alors il y avait toujours des esprits mauvais qui empêchaient le jour de naître. C'est la raison pour laquelle vous avez, chez ces saints, bien souvent, et Saint Gudule c'est le cas, vous avez Saint Gudule qui éclaire le jour grâce à l'intervention de l'ange, et vous avez dans sa lanterne une autre représentation où c'est le diable qui essaye avec un soufflet d'éteindre sa chandelle. Donc on a toujours l'esprit du mal, hein, l'esprit du mal, l'esprit du bien, c'était notre première leçon, il y a 20 leçons, c'est la différence entre le bien et le mal, hein, et voilà ce que ça représente. Donc ces saintes tiennent une bougie, annoncent
La lumière qui est représentée là, donc par ce chandelier, c'est le début de la fête, des prémices de la fête de printemps. Regardez la petite croix qui est au-dessus du 2 février, elle est là. C'est donc une fête religieuse, le 2 février. Une petite croix, le 2 février, c'est la purification. Et là, je crois que c'est encore dans les calendriers de l'Église, purification de la Vierge, le 2 février. C'est comme ça qu'on appelle cette fête. Pour rappeler qu'il s'agit de la Vierge, il y a cette petite couronne, qui est la couronne que l'on va retrouver sur la tête de certaines vierges, notamment les vierges noires, par la suite, l'adaptation des vierges noires à la période médiévale. C'est donc des vierges, ce qu'on appelle des vierges couronnées. Vous avez à côté, là vous connaissez le jeu maintenant, vous avez non pas, mais je vois s'il y a une différence, non pas une corne à boire, attendez. Ah oui, elles sont différentes, hein. Ce n'est pas une corne à boire, c'est la Saint-Blaise, le 3 février. La Saint-Blaise est importante, c'est une trompe de chasse dans le fond. C'est une trompe de chasse. Blaise, ça veut dire qu'il doit se passer quelque chose ici. On a placé le Saint-Blaise, on a placé cette trompe de chasse. Blaise veut dire souffler, hein, en nordique, blaise, blaze. Oui, c'est souffler. Donc voilà pourquoi chez les nordiques, à la Saint-Blaise, eh bien, il faut une trompe de chasse. Mais ça doit avoir une autre signification, hein, également, dans un domaine très pratique. D'ailleurs, on disait vent à la Saint-Blaise, tempête toute l'année. Ben voilà l'indication, il ne faut pas chercher plus loin. Hein. Donc, du vent à la Saint-Blaise, tempête toute l'année. Très mauvaise année pour l'agriculture, par exemple. La Saint-Blaise n'était jamais fêtée par les marins. Ah non, évidemment. Pas de marins à Talanzou. Mais c'est le problème, ils avaient une hantise de Saint-Blaise, hein, les marins. Hein, celui qui soufflait dans les voiles, bon, ça fait avancer, mais pas trop. Il ne faut pas que ça souffle trop. Donc, les marins ne fêtaient pas. Parce qu'attention, on est une époque aussi, tout est bon à fêter. Les gens n'ont que ça. Hein. Les gens n'ont que ça, c'est fêter la fête des saints. Et des débuts de chasse, début de semis, etc. On ne fait que ça, on n'a rien d'autre. On ne connaît rien d'autre. Oui, la naissance, les mariages, d'accord. Mais il n'y a rien d'autre. Donc, c'est un calendrier festif également. Regardez, nous sommes donc en février, vous voyez le fruit à côté de la corne, hein, vous avez un fruit, et vous avez à côté une tenaille. Le fruit, c'est Sainte Dorothée, c'est la fête de Sainte Dorothée, et le 6 février. Et nous avons à côté, le 3 février, il y a l'inverse ici, nous avons une pince qui pourrait être la Sainte Agathe. La Sainte Agathe, on lui a coupé les seins à l'aide de pinces, c'est le supplice de Sainte Agathe. Depuis, elle est devenue, il y a un bon siècle déjà, la patronne des dames qui souffrent de cancer au sein, par exemple, c'est Sainte Agathe. Ça va de soi, on n'a rien changé au système. Ou bien Sainte Apolline. Sainte Apolline que l'on fait le 1, 6, 7, 8, 9, le 9. C'est possible que ce soit Sainte Apolline, c'est patronne des dentistes. C'est possible aussi. Donc, Sainte Agathe, Sainte Apolline, on ne sait pas trop bien. Parce qu'imaginez-vous une chose, il n'y a aucune description écrite de ce système. C'est une étude qui a été faite, je le répète, par un jésuite, qui a étudié tous ces calendriers, il a écrit assez bien de livres sur le sujet, c'est parfois un petit peu obtus à lire, mais il faut le lire, il faut en extraire un minimum. Dans tout ce livre consacré au calendrier, c'est pas 10% que vous avez là, hein. Ça va beaucoup plus loin, il y a des interprétations comparées avec d'autres calendriers, etc. Donc c'est tout de même assez complet. Donc voilà Sainte Apolline, voilà pour Sainte Agathe. Remarquez le cœur le 14 février. Vous voyez comme c'est précis. Nous sommes le 14 février, il y a un cœur. Saint-Valentin. Je parlais tout à l'heure des petits oiseaux qui s'établissaient, hein, à ce moment-là. Nous sommes en plein printemps. Également carnaval. Hein, parce qu'une date fixe, le carnaval, à une certaine époque, c'était généralement aux environs du 15 février. C'était également la période de carnaval. Et, petit détail, on sait qu'au carnaval, les Celtes, les femmes plutôt, les maîtresses de maison, confectionnaient des genres de cakes, des biscuits en forme de cœur. Ce que nous autres, nous avons imposé le 1er janvier. C'est terrible, vous voyez qu'on n'invente rien. Hein. On n'invente absolument rien.
il y a une petite serpette là, hein, qui signifie qu'il faut absolument préparer les arbres. C'est-à-dire qu'il faut enlever toutes les nids de chenilles, par exemple. Hein, c'est un conseil que l'on donne si on veut avoir une bonne récolte. Entre le 15 et le 20 février, mais là c'est plus complexe, vous avez une crosse et une hache. La crosse de l'évêque et une hache. Saint Siegfried, qui est plus connu, c'est pas le même que l'homme au dragon. Hein. Saint Siegfried a procédé le 15 février, dit-on, à la conversion de la Suède. Ce qui prouve que ceci pourrait être très suédois. Hein. Il pouvait avoir une autre adaptation en Norvège et au Danemark, c'est possible, on en a probablement retrouvé, mais on n'en a jamais fait une étude, je suppose. Hein. Je suppose parce qu'on n'en parle pas. Donc on aurait ici la fête de la conversion de la Suède en représentant la crosse de l'évêque de Saint Siegfried. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une hache et on sait que ces trois fils ont également participé à la conversion de la Suède et ces trois fils ont été décapités. Voilà ce qui nous amènerait à dire qu'on commémore ici la Saint Siegfried. À côté, eh bien, vous avez une sorte de clé, et ça c'est une fête qui est du 22 février, une fête de l'Église, que l'on appelle la chaire de Saint-Pierre. Du moins on appelait ça la chaire de Saint-Pierre, Saint-Pierre d'Antioche, la chaire de Saint-Pierre d'Antioche, c'est comme ça qu'on appelait cette fête, hein, qui est représentée ici par la clé de Saint-Pierre. Hein. Remarquez après, nous avons un œuf qui annonce le printemps également. Hein, c'est Pâques, hein, c'était la fête des œufs également. Le passage des oies sauvages, dans un sens, en novembre elles iront dans l'autre sens. Hein, ça peut également rappeler ça. Hein, donc l'œuf annonce la Pâque. La position des crosses et la position des haches ont vraisemblablement une signification. Oui, aussi. Oui, oui. Je dis c'est une étude approfondie dont j'ai pris vraiment dont on a pris pour moi vraiment le minimum, hein, pour que ce soit buvable. Hein. Sinon on passe 2 heures sur un mois. Hein. C'est très intéressant, mais on n'avance pas. Hein. Regardez le mois de mars en dessous. Hein. Vous avez remarqué cette hutte. Hein, vous avez la hutte ici. Soleil qui prouve que maintenant le soleil devrait venir. Hein. C'est notre printemps à nous, ce soleil. Hein. C'est notre printemps à nous. Donc la hutte est un conseil. Pourquoi la hutte est un conseil? Eh bien, c'est très simple, mais il faut le voir de plus près. Il y a ici stylisé la tête d'un bœuf. Il est là. Ce qu'on appelle un bucrane en symbolique. Eh bien, ça veut dire très simplement qu'il faut encore laisser les animaux sur la litière. Il ne faut pas les sortir, il ne fait pas encore assez chaud. Cela rappelle. Donc ce sont des bovidés. Nous avons une jambe là, et une navette, c'est un petit instrument que les femmes employaient. Ça veut dire qu'ici, il est grand temps de façonner les bas, les choses, ce qu'on appelait les choses pour circuler, pour que les hommes puissent aller travailler. Il faut que tout soit prêt, c'est comme les gants tout à l'heure. Ici, ce sont les choses. Ce n'est pas seulement une chose, c'est l'instrument également pour les travailler. Encore un rappel pratique. Nous avons un arbre sans feuilles. L'arbre sans feuilles signifie que c'est vraiment la fin de l'hiver, et il y a une fête qui je pense n'a jamais été faite chez nous, c'est Notre-Dame des Greffes. J'en ai jamais rencontré. Mais Notre-Dame des Greffes dans les pays nordiques, ça le dit bien, hein, il faut travailler sur l'arbre, hein, pour que l'arbre soit très productif en saison. Vous avez une tiare, ici, qui tombe exactement à la Saint-Grégoire. Saint-Grégoire, c'est aussi une grande fête. Hein. Parfois, c'est représenté, j'en ai vu un second au calendrier, là, c'était représenté par une colombe. Encore une fois, c'est toujours Saint-Grégoire, puisque la colombe, c'est la tribu de Saint-Grégoire. La colombe qui se pose sur son épaule et qui lui souffle l'Esprit Saint. Hein, j'ai transformé ça un petit peu en disant que c'est la colombe qui lui chante les chants grégoriens qu'il va recopier. C'est un petit peu ça. Hein, je préfère cette version-là. Mais c'est une tiare pour Saint Grégoire. Saint Grégoire était pape, hein, c'est Grégoire Ier, mais ce qui ne veut pas dire que pour un évêque,
on ne puisse pas remplacer la mitre par la tiare aussi. C'est un petit mystère, mais qui devrait probablement nous inviter à croire que la tiare était portée par d'autres évêques. À l'époque où la tiare que nous connaissons n'existait pas. C'est en tissu, un petit peu comme ça, c'est un petit pain de sucre en tissu. Mais c'était du tissu. Hein? À une époque aussi où il y avait un pape à Milan, où il y avait un pape à Rome, où il y avait un pape à Venise, par exemple. L'Église avait une centralisation à Rome, mais le pape n'était pas le grand patron de la religion. Il était évêque de Rome. C'est aussi important, ça. C'est que beaucoup plus tard, le pape a eu une importance politique sous Pépin le Bref, le père de Charlemagne. Parce que Pépin le Bref a dû venir à l'aide du pape. En fond, ça aurait pu changer l'histoire complètement. Pépin le Bref se déplace avec ses troupes en Italie, autour de Rome. Il en chasse certains barbares qui cherchent des puces au pape. Et il dit, pour que ça ne se reproduise plus, le pape, on va faire seigneur et maître d'un territoire. C'est la naissance du Vatican, en quelque sorte. Et le pape aura cette terre. C'est la première fois que le pape va naître de cette façon-là. Il deviendra, non pas un propriétaire terrien, mais il représentera quelque chose pour l'Église. Comme un seigneur. C'est la féodalité. Ça aurait peut-être pu changer le sort du monde. Hein. Une autre interprétation. Si Pépin le Bref ne se serait pas déplacé, il y aurait peut-être eu un autre après. Hein. Il y a un monastère. Et là, je ne suis pas, en toute modestie, je ne suis pas tellement d'accord avec la signification du jésuite. C'est un petit monastère. Hein, un monastère, et le jésuite en question nous dit qu'il s'agit de l'abbaye Sainte-Gertrude à Nivelles. Attention, Sainte-Gertrude à Nivelles était connue dans le Grand Nord. C'était tout de même quelque chose, mais je n'ai pas rencontré de culte nordique à Sainte-Gertrude. Je me suis renseigné. Alors là, il y a un petit problème. C'est peut-être autre chose. Hein. Dans le fond, c'est une interprétation. Hein, qui colle bien, mais c'est une interprétation. Je n'ai pas... Il y a énormément de cultes à Sainte-Gertrude en Allemagne, par exemple. D'ailleurs, tous les ans, au pèlerinage à Sainte-Gertrude, à Nivelles, il y a une colonie d'Allemands qui débarquent. Ce sont des pèlerins, ils sont venus de très loin, ils viennent là parce que Sainte-Gertrude existe chez eux. Et il y en a énormément en Allemagne. Est-ce qu'on ne fait pas la Sainte-Gertrude en mars? Oui, absolument. Ah oui, c'est pour ça ce qui a fait dire aux jésuites qu'à cette époque-là, ce jour-là, c'était la Sainte-Gertrude. Oui, d'accord, mais je ne comprends pas pourquoi, dans les pays nordiques où Sainte-Gertrude, on ne la connaît pas, ou bien celui qui a fait le calendrier avait une connaissance de Sainte-Gertrude pour des raisons, je veux bien, mais il n'y a rien qui nous attache, sinon la date. Alors ce serait fantastique, parce que ça nous prouve que l'abbaye Sainte-Gertrude à Nivelles, ça fait quelque chose d'exceptionnel à comparer avec les autres. Mais là, ça laisse tout de même songeur. Il y a, le 21 mars, il y a une crosse, c'est la crosse de la Saint-Benoît, hein, et la crosse se trouve croisée avec une charrue ancienne, ce qui veut dire qu'ici, ce sont les premiers travaux des champs qui vont commencer. Nous sommes à la fin mars. Une petite couronne à côté, c'est la période des semailles. Et il y a une chose extraordinaire, ne dis pas qu'on invente ça, c'est que le jour des semailles, on représente la couronne, et c'est la fête de l'Annonciation. C'est unique, ça. Hein? Ne dis pas qu'il n'y a pas un rapport l'un avec l'autre. Hein? Ici, c'est un avertissement très important, un petit tonneau. Ça veut dire qu'ici, il faut brasser la bière de mars, ce qu'on appelle la bière de mars. Mais dans quelle langue on a encore cette bière de mars? En Wallonie, on a ça, je crois. Ça doit encore exister chez nous même, hein, la bière de mars. Enfin, soit. Voilà le mois d'avril. Le mois d'avril commence par un vaisseau. Ça veut dire que ce sera le mois de la pêche. Maintenant, il est temps de se remuer. Si on veut récolter du bon poisson, c'est au mois d'avril que ça va se passer. On a, et ici l'exemple est intéressant, on a une tiare, le 4 avril, oui, un petit décalage, hein, parce que là, le suivant prend un peu plus de place. On a la tiare au 4 avril, c'est la Sainte-Ambroise. Sainte-Ambroise, un des 4 docteurs de l'Église, Sainte-Ambroise, qui était pape de Milan. On voit ça très rarement, hein.
Et c'est rarement l'Église qui a prétendu cela, ce sera l'histoire politique de Milan. On dira qu'il y avait un pape, c'était saint Ambroise. Hein, maintenant on dira évêque de Milan. Donc la sainte Ambroise, qui était vraisemblablement un patron que l'on fêtait. On buvait bien ce jour-là. Et curieusement, je ne vois pas de corne à boire, c'était probablement plus discret. Parce que Ambroise, c'est l'ambroisie, vous savez ce que c'est. C'est pour ça qu'il est représenté avec une ruche. Hein? Nous avons la herse qui indique ce jour-là, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, ça doit être le 6. Hein, le 6 avril, eh bien, il est temps de remuer la terre si on veut en tirer une bonne récolte. Voilà pourquoi il y a la herse. Le 10 avril, on conseille aux mariniers de se rendre à la pêche. C'est la bonne date pour partir parce que c'est la date où les eaux sont peuplées. Et on peut y trouver facilement sa nourriture. Nous avons entre le 13 et le 16 avril, nous avons un arbre et une petite fleur. Vous voyez ça, la petite fleur qui est là. Hein? Et la petite fleur qui est là, remarquez comme elle est grande par rapport à l'arbre. Ça veut dire tout de même qu'ici, le printemps va se déclarer d'une façon visible. Donc ici, vraiment, le printemps se déclare, on peut s'en rendre compte, les bourgeons probablement, hein. On peut s'en rendre compte. Il y a une lance là, à côté, lance qui représente la Saint-Georges. Oui, la Saint-Georges, cette lance, et curieusement, et comme c'est subtil, la lance n'est pas représentée comme celui-ci vers le haut, mais vers le bas. Ça veut dire qu'à cette date précise, eh bien, il faut piquer les vers dans les champs. Donc, c'est pas compliqué, la Saint-Georges, pour eux, c'est une lance, et si elle est placée comme ça, c'est qu'il y a quelque chose en rapport avec la terre. Et au mois d'avril, à cette date précise, eh bien, on enlève les vers des champs. Curieusement, dans nos régions, c'est à la Sainte-Gertrude. On enlève les vers des champs et qu'on met des pesticides pour les rats, mulots, etc. C'est-à-dire un mois avant ça. Ils sont en retard par rapport à nous dans le printemps. Oui. Il y a un changement. Attention, là on s'est basé tout de même sur une époque où ce n'était pas tout à fait la même chose. Enfin, l'interprétation reste. Donc cette lance, que je l'ai dit, c'est la Saint-Georges. Et nous avons ici une deuxième représentation, qui serait deuxième représentation de Saint-Georges. Ici, c'est la Saint-Georges rapport à l'agriculture, Saint-Georges son cheval et sa lance. Un petit peu comme on voit à Mons avec le doudou. Hein. On n'invente rien. Hein. Ce sont des traditions que l'on garde. Donc, la Saint-Georges, cette fois, c'est le cheval, c'est le patron des soldats, des militaires, Saint-Georges. Vous avez un arbre avec quelques feuilles. Vous voyez cet arbre avec quelques feuilles et un coucou. Donc, il est dit que 28 avril, 27, 28 avril, eh bien, le coucou chante pour la première fois. C'est également une fête. Hein. On mange et on boit très bien. C'est une grande fête. L'apparition du coucou, c'est important. Je ne sais pas pourquoi on en donne une telle importance. Dans le pays nordique, il doit y avoir une importance supplémentaire. C'est pas trop des militaires, c'est pas Saint-Martial. Il est possible que la lance représente également la Saint-Marc. C'est possible. Et qu'il y aurait une lance de Saint-Georges et une lance de Saint-Marc. C'est possible. Le jésuite propose cela. Bon, nous avons le mois de mai qui commence par un gros oiseau, hein, qui est une période où on insiste surtout sur les oies. C'est capital chez les Celtes, les oies. Hein. On insiste ici sur le fait que c'est l'incubation des oies sauvages. Donc il ne faut pas les troubler. Il ne faut pas les troubler, c'est une oie sauvage qui est au repos. Le bâton, eh bien le bâton représente, le 1er mai, représente l'attribut de Saint-Jacques, mais le mineur. C'est un bâton de Foulon, puisqu'il a eu comme martyr, parce il a été abattu à coup de bâton des Foulons, et on représente toujours avec un bâton de ce style. Donc la fête du saint. La croix, qui croise le bâton, eh bien c'est la représentation de la découverte de la Sainte Croix le 3 mai. Donc la découverte de la Sainte Croix par Hélène, Sainte Hélène, donc sa fête tombe à ce moment-là.
Hein, c'est-à-dire, on a Saint-Jacques le mineur et on a Sainte-Hélène, qui sont croisés à la même époque. Regardez, nous avons un drôle de oiseau. Curieusement, il a 3 pattes, ne me demandez pas pourquoi, personne ne sait rien là-dessus. Seulement, on sait que, ici, début mai, première semaine de mai, on ne dérange pas les oisillons. C'est interdit, c'est une loi. On les laisse faire. Nous avons une épée, un tabouret. 1, 2, nous avons de nouveau des assises qui se passent à l'endroit. Hein? Les assises comme nous avons vu en novembre, je pense, tout à l'heure. Mais ici, ce sont des assises plus sérieuses parce qu'on va juger les crimes, les grands délits. C'est pour ça qu'il y a un sabre. C'est une très grande date aussi. Hein? Donc vous voyez qu'il y avait un cycle également pour ce genre d'événement. Vous avez une tête qui est entourée d'épis. Vous voyez bien, oui? La tête qui est entourée d'épis. C'est la tête de saint Éric. Saint Éric est un personnage vraiment très important. Et il y a ici une prière qu'il fallait faire à saint Éric pour les bonnes moissons, pour espérer des moissons convenables. Donc on savait pour qui on devait prier, un roi couronné, et pourquoi on devait le prier. Nous avons le poisson à nouveau qui est là. Hein, c'est le meilleur moment de la pêche et vers la fin du mois de mai. C'est le meilleur moment pour les pêcheurs. Ils sont partis, on leur a conseillé. Maintenant ici, ils pêchent, ils vont bientôt revenir hein, avec leur cargaison. C'est le meilleur moment de la pêche. On a placé au-dessus un arbre, c'est ce qu'on appelle le mai. C'est l'arbre de mai. Oui, il est là, hein, au-dessus du poisson. C'est à ce moment-là que l'on fait ce qu'on appelle le mai. Je dis qu'ils viendront dans les pays germaniques le Maibaum, qui se fêtait à la même époque. D'ailleurs, il y a encore des villages en Flandre où il y a encore la fête du Maibaum, ça existe encore, c'est à cette époque-là. Hein. Ça existe toujours, c'est pas nouveau. Nous avons une nouvelle tiare qui est le 25 mai. Ah, il n'y a pas les pas. La tiare qui représente le 25 mai, qui est la Saint-Urbain. La Saint-Urbain, c'est un grand pape, pas parce que c'était Saint-Urbain, mais parce que c'est une grande fête, c'est la fête des... On boit beaucoup à la Saint-Urbain, c'est le patron des vignerons, dans les régions nordiques. Saint-Vincent, ce sera dans le sud. Donc quand vous voyez un Saint-Urbain, il y en a notamment en Allemagne, hein, sur les bords de la Moselle, ce sont des Saint-Urbains, ils ont un nez tout rouge, généralement ils tiennent une grappe de raisin. Hein. C'est leur patron, c'est Saint-Urbain. Dans des pays méditerranéens, ce sera, et en Espagne, ce sera Saint-Vincent. Donc on annonce déjà ici les récoltes, la richesse des vignes, ce qu'on va produire, les vignes. On l'annonce, nous sommes au mois de mai, on prie, on fait tout pour, on annonce une bonne production dans le domaine des vignes. Une question reste à poser. Les pays nordiques ne sont pas des régions de vin. Et on a très peu de traces de vin dans ces régions-là. Sinon, probablement, de l'importation. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement, lorsqu'il y a... Pourtant, le vin, ici, on en parle, c'est très important. Saint-Urbain, les vendanges, eh bien... Ceci en bas, c'est une chaudière ancienne. Hein, c'est très rare. Ça veut dire que bientôt, au mois de juin, on va commencer à façonner des fromages, hein, et qu'il faut donner au fromage beaucoup de soins. C'est un avertissement. À partir de cette époque-là, pensez à vos fromages. Mais il faut les soigner. Voilà le mois de juin. Le mois de juin va commencer par un chaudron. Et c'est très curieux, d'ailleurs, notre gouvernement n'a rien inventé. Hein. Que ce soit très bien. Et là, ça veut dire que le percepteur des contributions passe pour percevoir la taxe sur les fromages. C'est pas bête, hein? On vous met en condition. Il y avait une perception sur les fromages, et vous payez toujours une année en disant j'ai fait tel nombre de fromages, etc. Et vous aviez il y avait un barème. Et c'est au mois de juin. Et c'est au mois de juin, c'est tout au début du mois de juin. Ça veut dire qu'il va passer pendant le mois. Hein. Moi j'imagine le percepteur, c'est un type avec un cagoule rouge et une hache sur l'épaule, un truc dans ce style-là. Hein. Donc il venait récolter de l'argent. Regardez ce vilebrequin
Ici, vilebrequin, qui est un treuil. Hein, c'est le jour de la Saint-Érasme. Saint-Érasme qui a eu comme supplice, rappelez-vous, hein, les intestins enroulés autour d'un treuil. Il est devenu le patron des marins aussi. Hein. Donc nous avons fait ici un pays, je vous apprends rien, qui a des contacts avec la mer. Hein. C'était la Suède, ici, à cette occasion. Donc le 3 juin, c'est la Saint-Érasme. Saint-Érasme. Donc, il y a en même temps là-bas une petite représentation à côté du vilebrequin. C'est-à-dire que ce sont des ustensiles. Des ustensiles, il faut réparer le matériel pour travailler dans les champs. Hein, c'est ça ce que ça représente. Il faut voir ça. Aussi, en celte, virbel. Virbel, c'est le treuil. En celte. C'est le nom que l'on donnait au treuil. Regardez cette petite grappe de raisin. Donc, je m'explique. Hein. Ici, nous avons Saint-Érasme. C'est le treuil. C'est un outil. Il n'y en a pas beaucoup dans ce genre. C'est un outil qui vous montre qu'ici, il faut réparer, c'est le vilebrequin. Hein, ça existait déjà. Il faut réparer les machines agricoles. Tout ce qui peut vous aider à travailler. Nous avons à côté une petite grappe de raisin. Hein, qui tombe là le 5 juin, qui est le symbole de Saint Boniface. Et c'est peu connu. Vous savez qu'il y a plusieurs Saint Boniface, mais il y en a un qui est très très important, qui a christianisé l'Allemagne, qui venait d'Angleterre. Et en Allemagne, on le verra beaucoup. D'ailleurs, à Fulda, il y a une abbaye. Je ne sais pas si vous avez déjà visité Fulda. Hein, j'ai été un jour avec un car rempli de 50 personnes. Donc on est parti à 7 h du matin, on est revenu à 4 h du matin le lendemain. C'est à l'époque où on faisait des longues expéditions. Mais on a été à Fulda, c'est très loin d'ici. On a passé une journée extraordinaire. Fulda est une ville superbe, et on ne s'arrête pas à Fulda, c'est très loin, en Allemagne. Et Fulda, pourtant, toute une histoire. C'était la plus grande abbaye d'Allemagne, fondée par Saint Boniface. Raban Mor, je ne sais pas si vous connaissez, le philosophe, religieux, théologien, Raban Mor qui a inventé qui a écrit le Veni Creator, c'est tout de même quelqu'un. La papesse Jeanne a fait le début de son initiation à Fulda. Oui, c'est une ville exceptionnelle dans le domaine de l'histoire et de la religion en Allemagne. Donc voilà, pour revenir à ce Saint Boniface qu'on appelait Saint Boniface l'Anglais, qui est représenté avec une grappe de raisin. Et il n'y a toujours pas de raisin dans le Grand Nord, il n'y a pas de vin dans le Grand Nord. Donc il y a quelque chose qui doit nous échapper ici, on ne sait pas tout. Hein. On ne sait pas tout. On joue avec un calendrier de supposition qui est très exact, mais tout de même, il y a peut-être plusieurs significations à ces signes aussi hein, qui nous échappent. Donc, oui, il peut y avoir également avec ce raisin un prénom qui est typiquement saxon, qui est Winfried. Win, c'est le vin, dans les pays nordiques, en celte, ça donnera Wein en flamand, en allemand, et donnera Vincent, je le répète, le patron, Saint Vincent, qui est patron des vignerons, et son nom commence par vin, c'est pas mal. Hein. Voilà. Et nous avons fait toute l'histoire, hein, en commençant à l'époque des Celtes. Voilà, c'est une double interprétation ici. On peut prendre un petit peu ce qu'on veut quand on n'a rien d'autre. Regardez, il y a une ligne de pêcheurs, ici, très important ce jour-là, parce que ici, on part à la pêche des saumons et brochets. Notez que ceci donne une façon de vivre dans une région, à une certaine époque, c'est fantastique. Hein? C'est assez fantastique d'avoir retrouvé cela. Hein? Alors nous avons le 12 juin. Le 12 juin qui est une crosse d'un évêque martyr. La crosse est là, l'évêque martyr qui est Saint-Esquile. Ce sont des saints que nous ne connaissons pas plus ou pas. Hein? Et une fourche à 3 dents qui indique le début des travaux de fenaison. Il y a là un gros navet. Hein? C'est la fête de la Saint-Botolph, encore un saint nordique, ce qui veut dire qu'il faut débarrasser ces champs des racines, toutes les racines qui peuvent nuire aux récoltes. Voilà pourquoi ce navet se trouve là, qui était donc vraiment considéré comme moins que rien, le navet, hein, puisqu'on place un navet à la place d'une racine. Donc ce jour-là, en principe, à la mi-juin, on les enlève très facilement. Il y a une croix, mais qui ressemble plus à une potence qu'à une croix. Hein?
on dit que ce jour était également, la Saint-Botolphe, était également le jour où se réunissaient les grands tribunaux. Vous voyez qu'on a différents grades. Les grands tribunaux, ce sont ceux qui décident de tout, les affaires en suspens, probablement. Hein? C'est un beau livre à écrire, ça, les affaires judiciaires à l'époque celtique. C'est aussi une vie pour faire ça. Avant la matière. Il faut la matière, exactement. Il y a donc ce calvaire, mais qui ressemble beaucoup plus à une potence qu'un calvaire. Le 22 juin, c'était une fête importante chez les Celtiques, une commémoration que l'on appelait les 10 000 martyrs de Saint-Achace, A-C-H-A-C-E. Les 10 000 martyrs, oui, on voyait très grand, hein, rappelez-vous les petites filles de Sainte-Ursule, là-bas, Cologne, on voyait très grand avec les chiffres. Dans le fond, c'est typiquement des religions orientales, ça, hein, voilà, comme c'est très grand. Le 22 juin, c'est également les feux de la Saint-Jean. Hein? Les feux de la Saint-Jean, qui sont représentés ici par l'agneau de Dieu, Agnus Dei, l'agneau de Saint-Jean-Baptiste, et le fanion. Le mois de juin va se terminer le 29 et le 30 par une grande fête, hein, qui est la Saint-Paul et la Saint-Pierre, Saint-Pierre et Paul, l'apôtre et Saint-Paul, où nous avons la clé de Saint-Pierre, nous l'avons déjà vu, hein, et nous avons le cimpère, plutôt ici, le sabre qui a décapité Saint-Paul. C'est la dernière fête du mois de juin. On annonce que nous avons un mois, c'est la couronne d'une vierge. Nous avons un mois où il faut déjà penser que bientôt on fêtera la Vierge. Donc il faut se mettre en condition, c'était très important. Mais dans les fêtes religieuses, on se mettait en condition plusieurs jours, voire plusieurs semaines à l'avance. Maintenant, quand on assiste à la grand-messe du soir, l'église s'ouvre une demi-heure avant la grand-messe, et on a une demi-heure pour se mettre en condition, ce qui n'est pas énorme. Dans le temps, on se préparait à ces fêtes. Il y a une gerbe qui représente les plantes médicinales, parce que l'on soignait également les bêtes avec des plantes médicinales. On plaçait dans les écuries, dans les porcheries, hein, on place dans les étables, on plaçait ça, et il fallait obligatoirement arracher ces plantes et les déposer en forme de croix. Ça existe toujours, hein. Prenez en Wallonie des vieux rites dans les fermes, par exemple. Je dis toujours Wallonie parce que je les ai étudiés plus que les autres, hein, sinon ça se passe ailleurs aussi. Et il y a souvent certains cultes où on représente dans des fermes des brindilles, des morceaux de blé, des morceaux de bois mis en croix. C'est une signification particulière. Les attributs des saints aussi mis en croix. C'est une signification très particulière. Donc on a les pierres et les plantes médicinales, pardon, que l'on va placer à l'endroit où se trouvent les bestiaux pour les protéger également. C'est aussi un signe de protection, les protéger pour l'année à venir. Le 10 juillet, vous avez une lance. Le 10 juillet, c'est le roi Canute de Danemark qui a été assassiné, à coup de lance d'ailleurs, on rappelle son martyre, il a été assassiné le 10 juillet. Et en principe, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ici que ça se passe. 10 juillet, on a cette fête, cette commémoration de la mort du roi du Danemark. Le 15 juillet, nous avons une faux. Hein, une faux. C'est plus le moment d'employer ces instruments. Ça veut dire qu'on les loge, hein, dans les réserves, on ne les emploie plus pour le moment. Il y a une chose très curieuse, c'est que autour de ce râteau qu'on n'emploie plus, hein, on a fait le travail de la terre, il y a 12 étoiles. Vous voyez ces 12 étoiles? Ce sont les 12 apôtres. 12 apôtres qui représentent le tour du monde. Dans le fond, les 12 apôtres représentent une année. C'est peut-être une indication de ce qu'est le calendrier. Chaque apôtre est responsable d'un travail. À cette époque-là, on savait ça, maintenant on ne sait plus. Mais eux le savaient. Chaque apôtre est représenté par un travail. Comme les travaux d'Hercule, il y a les travaux des apôtres. Chaque apôtre est représenté par un signe du zodiaque. Également, chaque apôtre rappelle un prophète aussi. Ce sont des tables de conversion. Donc ici, en principe, à cette date-là, on rappellerait que les apôtres, en fait, c'est eux qui représentent le cycle de l'année. On est d'accord sur l'interprétation que l'on en fait.
Seulement, il est très difficile de dire pourquoi les 12 apôtres apparaissent ici à la moitié du mois de juillet. On ne sait pas. Il doit y avoir une raison capitale. Hein. On ne peut pas la dire. On ne sait pas. Regardez le gland qui se trouve après. Hein. Non, le gland se trouve plus loin. Nous avons des fruits, là, nous avons des fruits. Des espèces de fruits de l'automne. Oui, on en parle déjà, nous sommes au mois de juillet. Hein. Nous avons les fruits d'automne. On annonce les fruits d'automne, mais l'automne commence le 1er août. Hein. Hein, donc c'est fin juillet qu'on annonce les fruits de l'automne. Si vous avez un saint qui est fêté fin juillet, et on représente dans ses mains un attribut des fruits, par exemple, il doit certainement y en avoir un, eh bien ça signifie que l'automne arrive, c'est l'annonce de l'automne, ce sont les fruits de l'automne, mais l'automne commence le 1er août. Alors si on se base sur nos saisons, on trouve que c'est un peu ridicule, hein, maintenant. C'est logique, hein. Voilà l'explication des attributs de certains saints. Nous avons la Sainte Madeleine, ça tombe quand la Sainte Madeleine? 22 juillet. Eh ben voilà, elle est là. Elle est là avec son instrument, parfum. Voilà, qui est représenté à cet endroit précis. Dans quelle race de saint se trouve Sainte Madeleine? Dans la quoi? Dans quelle race de saint? Ah. 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 C'est une sainte myrophore. Oui. Nous avons des glands, très importants les glands. Il faut récolter les glands parce qu'il faut nourrir les cochons. Les cochons mangent des glands, je vous ai expliqué la raison, que le gland est le fruit du chêne et que le cochon sauvage est considéré comme un animal initié. Et c'est pour ça que saint Antoine a son petit cochon à côté de lui, hein, qui est un cochon sauvage, mi-chemin entre le sanglier et notre cochon actuel. Hein, donc il faut récolter les glands du chêne. Nous avons une hache de bataille, elle est différente celle-là, hein. C'est une hache de bataille, hein, qui est présente le 29 juillet, c'est-à-dire le jour de la Sainte Olaf de Norvège, qui est un roi martyr. Et remarquez comme c'est subtil, on a cette hache de bataille qui personnalise un martyr, et nous avons une petite serpette ici, qui annonce à la fin du mois de juillet, attention, le mois prochain, il faudra soigner le houblon. On fait la culture du houblon. Là, vraisemblablement, ça entre mieux dans le contexte, le houblon. Voilà le mois d'août. Le mois d'août qui est représenté par une clé, c'est la troisième clé que nous avons. Ça veut dire que nous avons une nouvelle référence à Saint-Pierre. Cette clé, c'est la fête du 1er août, c'est la Saint-Pierre aux liens. Donc on a ici une troisième référence. Hein, Saint-Pierre est un personnage qui est très important dans les calendriers nordiques. On a ensuite une sorte de mesure de capacité qui a été identifiée pour être la mesure avec laquelle on présente la farine pour faire le pain. On calcule le poids de farine pour faire le pain. C'est cette mesure-là que l'on employait. C'est la fête du pain, donc, ce jour-là. Hein. Tout était bon pour fêter, c'est comme chez les Espagnols avec les saints, c'est le même système. Là, il y avait la fête du pain, ce jour-là. Donc c'est très important aussi. Nous avons le 10 août, vous avez un grill. Saint-Laurent. On a Saint-Laurent, le 10 août. L'instrument du supplice de Saint-Laurent, c'est le grill. Et nous avons au milieu du grill un fléau. Hein, ça veut dire ici, c'est la rentrée des moissons. Également à la Saint-Laurent. Nous sommes au mois d'août, la couronne est en dessous du 15 août. Là, je ne dois pas vous faire un dessin, c'est la Sainte Marie. Donc la couronne existe. De nouveau un rappel à l'histoire, au cycle de la Vierge. Quelques jours après, eh bien, nous avons une herse. Ça, c'est un avertissement. La herse placée de cette façon-là, ça veut dire qu'il ne faut pas se reposer après les récoltes, il y a encore beaucoup de travail, il y a beaucoup d'ouvrages. À côté, mais nous avons le houblon, là vous l'avez reconnu, c'est bien de chez nous ça aussi. Hein. C'est une tige de houblon qui se trouve sur son tuteur le 21 août. Le 21 août, nous sommes en automne. Hein.
Le 21 août, eh bien, c'est la date où nous allons faire la cueillette du houblon. Après, nous avons le 24 août est un couteau. Le 24 août, c'est la Saint-Barthélemy. Le couteau, c'est son attribut, donc Saint-Barthélemy a été écorché vif avec un couteau. Je crois que c'est dans les Indes que ça s'est passé. Hein? Et le couteau représente la Saint-Barthélemy. Nous terminons par un cimeterre, c'est-à-dire un sabre, le dernier jour du mois d'août, c'est-à-dire le jour de la décollation de Saint-Jean-Baptiste. Voyons septembre. Et là, ça se complique. Nous avons le 1er septembre, où nous avons une tiare. Mais je vous ai dit tout à l'heure, la tiare et la mitre, à cette époque-là, avec cette vision-là des choses, ça va de pair. Le 1er septembre, c'est la Saint-Gilles. Et de plus, Saint-Gilles était abbé mitré, il n'était pas évêque, hein, il n'était certainement pas pape. Ici, nous avons ce qu'on appelle des forces. Ça veut dire que ce jour-là, 1, 2, 3, 4, entre le 4 et le 5 septembre, il faut tondre les moutons. Le 8 septembre, de nouveau une couronne, avec le cycle de la Vierge est important, où nous avons le 8 septembre la nativité de la Vierge. C'est une nouvelle fête. Il y a un petit escabeau, sorte d'escabeau ici. Hein, c'est pas très loquace. Ça peut être un berceau. Ça peut être un berceau, mais on ne peut pas. Il y a par contre des petits oiseaux. Vous voyez ces tout petits oiseaux là. Hein, des tout petits oiseaux là qui sont dessinés. C'est le départ, ça annonce le départ des hirondelles. Donc, départ des hirondelles, première partie du mois de septembre. Et le jour du départ des hirondelles, on appelle ça Notre-Dame de septembre. Ça n'existe plus, mais c'est le nom qu'on avait donné à cette fête. Alors, il y a là un gland au-dessus. Ça veut dire que vous avez tout ramassé pour nourrir vos pourceaux, mais allez tout de même en troupeau près des chênes, ils vont certainement récupérer ce qui reste. C'est un petit avertissement, un petit conseil que l'on place là, dans ce calendrier. Donc on promène les pourceaux dans les chênaies. Voilà ce que ça représente. Une croix, c'est pas difficile, c'est le 14 septembre, c'est l'exaltation de la Sainte Croix, également une fête religieuse. Nous avons un oiseau qui, curieusement, a 3 pattes. Oui, ils ne sont pas d'accord sur le nombre de pattes des oiseaux. Un petit oiseau à 3 pattes. Hein, qui semble d'ailleurs becqueter la croix. C'est curieux, hein? C'est très curieux. On place, à la même époque, on place les gerbes d'avoine pour les pies. On doit nourrir les pies. Il s'agirait donc d'une pie. Et on place de l'avoine à ce moment-là pour les nourrir. Encore une fois, ce fameux tabouret qui annonce les époques des assises. La chèvre, c'est la saison du rut de la chèvre. Là, on ne peut pas se tromper. Et regardez par la suite, vous avez une trompette et vous avez une balance. Ça, c'est le jour de frayeur. On ne voit pas ce jour-là, on reste bien sage. Vous savez que le prince de la milice céleste, c'est Saint-Michel. Hein? Et la trompette qui croise la balance de Saint-Michel, c'est la trompette du jugement dernier. Donc le 29 septembre, il faut se tenir calme. Il faut surtout prévoir ce qui pourrait arriver. Demain, on n'est peut-être plus là. Donc il faut se mettre en ordre le plus rapidement possible. Eh bien, nous entamons les 2 derniers mois de l'année. Nous commençons par... Oui, je passe toujours les heures. Hein. Vous avez le nombre d'heures en soleil, en nuit. Ce n'est pas toujours exact. Enfin, c'est un peu exagéré, mais ça donne tout de même une idée de la saison. Nous avons là la présentation d'un livre qui est la règle de Saint François d'Assise, qui avait beaucoup d'importance. En même temps, ce livre correspond à une date qui pour moi est un peu plus réelle. C'est
les derniers Saxons au début du IXe siècle, les derniers Saxons qui ont été convertis au christianisme à cette époque-là. Ça pourrait éventuellement correspondre. Mais ça peut être également la règle de Saint François d'Assise. Le poisson représente toujours les grandes pêches, les travaux en mer, ce qui veut dire ici que nous sommes à la fin de l'automne. Hein, il est temps de terminer les pêches. Fin de l'automne, après c'est terminé. Une fois le mois de novembre, en principe, on n'en parle plus. Nous avons à côté ce qu'on appelle un carde, c'est pour ceux qui travaillent la laine. Le carde, il y avait un métier qui s'appelait les cardeurs, hein, ça existait dans le temps. Hein. Travaux de la laine. Les travaux de la laine peuvent commencer puisqu'on vient de tondre, moi passer les moutons, donc maintenant on peut travailler la laine. On a à nouveau un monastère, qui est le monastère de Sainte-Brigitte. Hein, Sainte-Brigitte, qui est la patronne du Grand Nord, hein, vous savez ça, Sainte-Brigitte, et notamment en Suède, ce qui prouve un peu que c'est très suédois. Mais vous voyez, on a cette représentation de couvent, de monastère, comme on l'a eu tout à l'heure à la Sainte-Gertrude. Mais la Sainte-Gertrude est un petit peu plus petite. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui, je pense, ne colle pas très bien. Le 8 octobre, c'est ce qu'on appelle l'été de Sainte-Brigitte. On a l'été de Saint-Martin, nous autres en novembre. Là-bas, il y avait l'été de Sainte-Brigitte. Ce qu'on appelle d'ailleurs, et c'est curieux en Amérique, c'est l'été de, comment ça s'appelle, l'été indien. Ça prouve qu'il n'y a pas de culture religieuse en Amérique. On appelait ça l'été indien tout simplement. Et ici, on a l'été de la Sainte-Brigitte. La tiare ou la mitre, peut-être que les Nordiques avaient une autre conception de la mitre aussi, hein. Je ne sais pas. C'est la Saint-Denis, c'est le 9 octobre. Et ici, nous avons la Saint-Denis, qui correspond au 9 octobre. Il n'y a pas Saint-Denis non plus. Ou bien la Sainte Calixte tombait le même jour. Sainte Calixte tombait le même jour, et on dit que ce saint, Saint Calixte, ouvre l'hiver. Hein, Saint Calixte ouvre l'hiver. Là, on peut pas, inutile de vous faire un grand dessin, on a un arbre là-bas, hein, l'arbre qui représente l'hiver en quelque sorte. Hein, les arbres vont se dénuder complètement. Vous avez un bœuf, c'est très simple aussi, c'est la Saint-Luc. Hein, c'est la Saint-Luc, c'est le 18 octobre. Et on conseille à la Saint-Luc, ce sont les vieux principes, à la Saint-Luc, eh bien, on doit battre les bestiaux que l'on ne peut plus nourrir. Hein, s'il y a une vache qui tourne un peu de l'œil, il faut la battre, il faut se nourrir avec la vache parce qu'on n'en sortira pas. Il faut tenir les bestiaux sains. Et ça se passe à cette époque-là, à la Saint-Luc. Le 21 octobre, nous avons une flèche, hein, un étendard de guerrier, ou plutôt ici ce sera de guerrière, puisqu'il s'agit de Sainte Ursule de Cologne. On en parlait tout à l'heure, qui était très fêtée d'ailleurs dans le Grand Nord. Oui, c'est anglais, Sainte Ursule, c'est d'origine anglaise. Parfois, les côtes d'Irlande avaient leurs saints aussi, donc tous ces saints font partie du Grand Nord. Ce sont des gens qui ont quitté les régions anglaises, hein, irlandaises, pour venir chez nous. Donc Sainte Ursule est partie d'Angleterre, elle est allée chez le pape à Rome, puis elle est allée à Cologne. Donc elle est allée 2 fois à Cologne. La deuxième fois, elle n'aurait pas dû y aller. Mais bon, c'est comme ça que ça se passait. Donc ce sont des saints qui sont vénérés dans le Grand Nord, parce qu'ils sont originaires du Grand Nord. Vous savez que tous nos gens chez nous, qui ont donné leur nom à des pierres d'abbaye, Saint-Feulien, etc., ce sont tous des gens qui venaient du Nord, qui venaient nous catéchiser, nous recatéchiser chez nous, parce qu'on avait déjà fait une fois. Hein, ils finiront sur des hôtels d'église et subir des martyrs impossibles dans nos régions. Le 28 octobre, eh bien, nous avons la fête de Saint-Simon et Saint-Jude. Saint-Simon, Saint-Jude, on a les attributs de leur martyr. Également, c'était une grande fête. À cette époque-là, il y a un troisième avertissement, il faut battre le grain. Vous voyez qu'on a les 2 instruments, le martyr, et on a ici le fléau pour battre le grain. C'est ici, fin octobre, que ça doit se passer. Nous terminerons par l'hiver, le début de l'hiver, donc, hein, qui commence le 1er novembre, où nous avons là la représentation de couronnes. Hein, nous avons là la représentation de petites couronnes qui devraient
représenter des saints martyrs. Ces saints martyrs, ce sont ceux qu'on appelle les 4 couronnés. Les 4 couronnés qui sont des saints de la construction. Ces 4 couronnés, Sévère, Sévérien, Carpophore et Victorien. Ce sont les quatre saints couronnés que l'on fêtait dans tous les pays nordiques, puisque c'est eux qui étaient responsables de la construction des édifices. On fêtait ce jour-là les tailleurs de pierre, hein, on fêtait ce jour-là également, on fêtait les plafonneurs aussi, sculpteurs, les petites croix que vous avez ici, parce que j'ai anticipé tout de même, les petites croix que vous avez ici, c'est la fête de Toussaint. Ce sont les croix des martyrs, ici. Donc c'est la fête de Toussaint. Le début de l'hiver, c'est la première fête, c'est Toussaint. En dessous, vous avez une barque, et c'est une barque retournée. Ça veut dire que la pêche est terminée. Il ne faut plus parler de poissons jusque bien dans l'avancée suivante. Donc le sceptre ici, j'ai un peu anticipé, le sceptre c'est un sceptre de roi, ce sont ces 4 rois couronnés. Ces 4, on ne dit jamais les 4 rois couronnés, c'est comme on ne devrait pas dire les rois mages, ce sont les mages, hein, mais ici ce sont les 4 saints couronnés, mais ce sont des rois, parce qu'ils sont couronnés. Pas parce qu'ils étaient des rois, mais ils sont couronnés comme les rois. Et voilà pourquoi il y a ce nom, ce sceptre. Ouh là là, il y a Séverin, Sévère, Victorien et Carpophone. Oh, merci bien. Victorien c'est un autre. Victorin et Carpophone. Ça, ce sont les 4 saints couronnés, donc, qui sont essentiellement dans ces régions patrons des tailleurs de pierre. Dans le fond, tous ceux qui travaillent à la construction par l'extension qu'ils vont avoir. La tiare, à nouveau, c'est la mitre d'évêque, c'est la Saint-Martin, c'est le 11 novembre, l'été de la Saint-Martin. Il y a une oie. À côté, l'été de la Saint-Martin, puisque les oies vont repasser dans l'autre sens à la Saint-Martin. Saint-Martin, d'ailleurs, de temps en temps, dans les pays du Nord, souvent représenté avec des oies à ses pieds, et non pas sur un cheval en coupant son manteau. Ça, c'est nos régions. Mais là, dans le Nord, il sera présenté avec des oies. Si vous allez en Frise, en Allemagne, en Hollande, en Frise, surtout, eh bien, il y a des Saint-Martin avec des oies, il y en a énormément. On a même été poussé la chose jusqu'à représenter dans les églises protestantes Martin Luther avec une oie à ses pieds. J'ai vu ça une fois dans ma vie, dans un temple protestant en Frise, et je me dis, tiens, Luther, Martin Luther, là je vais faire une photo, j'en ai fait 10, hein, et Martin Luther avec l'attribut de loi, parce qu'il s'appelait Martin Luther. C'est assez curieux. J'ai envoyé ça aux protestants de Bruxelles, il n'y en a aucun qui m'a répondu. Je m'y attendais tout de même pas, parce que ce sont généralement des gens instruits, hein, mais ils n'ouvrent pas le dialogue. Hein. Ça, c'est un peu leur tort, c'est un peu ce que je leur reproche, c'est qu'on n'ouvre pas le dialogue. Mais il n'y a personne qui m'a répondu. J'ai dit, pourquoi cette interprétation? Ce ne sont pas les catholiques qui ont présenté sur une chaîne de vérité, c'est Martin. Il y a donc les 4 évangélistes, et il y a Martin Luther avec une oie à ses pieds. Donc, encore une fois, une trace du passage des oies et surtout de l'interprétation des attributs des saints. Ce jour-là, il y a un grand festin, c'est le festin de l'oie. L'oie est un animal très important. Donc, c'est le festin de l'oie. Il y a un petit fer à cheval. Il faut ferrer les chevaux là parce que les glaces, les périodes froides vont arriver. Il faut changer les fers pour que les chevaux n'aient pas de problème sur la glace parce que le cheval voyage également sur la glace. Le 19 du 11, le 19 novembre, il y a une petite chapelle. C'est la fête de Sainte-Élisabeth de Thuringe. Sainte-Élisabeth de Hongrie, si vous voulez. Sainte-Élisabeth de Thuringe. Le 23 novembre, c'est la Saint-Clément. L'attribut de Saint-Clément, c'est l'encre. Vous savez qu'on lui a mis l'encre au cou et on l'a jeté dans la mer. C'est le martyre de Saint-Clément. Et la flèche qui traverse le martyre de Saint-Clément, eh bien c'est l'ouverture de la chasse. C'est pas plus difficile. Saint-Clément, qui est représenté à Chartres, ceux qui s'en souviennent, il a une chapelle avec de l'onde que j'ai rapprochée de la tombe de Jean de Salisbury, qui se trouvait non loin de Chartres. Il y avait encore quelque chose à dire,
que j'ai revu récemment, hein, il y a 8 jours, avec le supplice de Saint Clément et l'onde qui se trouvait dans la chapelle. C'est quelque chose en plus. C'est la signification de son martyre. Voilà. Alors nous avons l'ouverture de la chasse, bien sûr. Nous avons ici une fête que vous devez tous connaître. Hein. Nous sommes à la fin novembre avec une belle roue. Nous avons la Sainte Catherine. Hein. Et nous avons le mois de novembre qui se termine avec la Saint André. La Saint André qui est le patron des pêcheurs dans le Grand Nord. Il m'est arrivé de rencontrer sur le chemin de Compostelle, certainement en France, certains Saint-André avec un très gros poisson dans les bras, par exemple. C'est très rare, il n'avait pas de croix de Saint-André, mais il avait un gros poisson dans les bras. Vous voyez que même là, en sud de la France, on l'a considéré à un moment donné comme le patron des pêcheurs, mais certainement dans les pays nordiques, puisqu'il fait partie du calendrier.